Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Mesdames et messieurs, bonjour dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Dans l'émission précédente, nous avons commencé par voir qu'est-ce qui est arrivé aux vieux dans les résidences seniors, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent, qu'est-ce qui fait qu'on veut en finir, qu'est-ce qui fait que c'est rentable. Et on a commencé à voir que tout cet instinct, cette tentation de vendre toujours des choses, d'en faire une économie, une silver economy à 130 milliards d'euros autour desquels s'amassent les plus grandes fortunes de France, eh bien, peut naître de certaines tentations. Et ces tentations, nous avons commencé à lire d'où est-ce qu'elles viennent à travers la parole mise en parole de la parole du diable, parlant de Jésus qui était parti dans le désert et qui l'a tenté de tenter. Et nous allons lire la suite avec Arnold Jacou. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va ? Mais depuis la dernière fois, ça va très bien. Super. Oui, je suis très heureux. Non, j'en étais resté. Je trouve bien cette histoire-là, cette métaphore d'un homme qui semble être plein de pouvoir pas possible et qui est tenté de les utiliser et qui refuse de le faire. Alors, dans cette métaphore, c'est le diable qui tente Jésus, qui lui dit « T'es assez fort maintenant, puisque tu as reçu une mission du Très-Haut, tu es assez fort pour résoudre le problème de la faim dans le monde et créer toutes les mesures pour en devenir le leader de la résolution de nos problèmes. » Pour être heureux. Il refuse. Et lui, il refuse. Il refuse parce que il trouve que... il refuse de jouer le leader. Parce que c'est la proposition rêvée, ça. C'est-à-dire, n'importe qui dans cette société qui peut-être n'a rien, n'a pas de reconnaissance, n'a pas de revenus, on lui ferait cette proposition-là, il dirait oui, moi je veux bien être un leader, je veux. Et puis si ça aide les gens, si ça aide la faim dans le monde, la plupart des gens accepteraient, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on refuse ? Qu'est-ce qui fait que lui refuse ? Mais lui refuse. En fait, ce qu'il refuse dans ces tentations, c'est de jouer le leader de la résolution des problèmes humains. Parce qu'il reconnaît, si je comprends bien les choses, hein, attention, il reconnaît, il affirme, en tout cas c'est ce que dans l'évangile, d'où est tirée cette histoire, l'évangéliste fait dire à Jésus que la parole, la vérité, ça vaut plus que la résolution de nos problèmes humains et ne me demande pas de jouer le leader, de jouer le chef, de jouer le tout-puissant là-dessus. Et donc le tentateur, lui, il est mis en état d'échec. Donc, comme il a l'impression qu'on l'a embarqué, que s'est fait embarquer dans une réflexion intellectuelle, il va le suivre là-dessus. Ouais, sur ce terrain-là, sur le terrain de l'intellectuel. Ouais. Puisqu'il m'entraînait, je continue alors, sur ces chemins d'un tel lot, je l'ai suivi. Je connais par cœur ce terrain. Qu'il se jette du haut du toit du temple, lui ai-je suggéré, et qu'il montre à tous ces croyants, tous ces fanatiques incultes et naïfs, comment il maîtrisait tous les pouvoirs psychiques, toutes les forces mystérieuses, les faisceaux des énergies qui échappent totalement, mais alors totalement aux mortels ignorants. Il pouvait devenir un gourou, un immense gourou. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Un savant admiré, un adulé pour sa domination des sciences, des techniques, dont la téléportation, musique d'avenir, que je lui proposais n'était qu'une illustration mineure dans laquelle les imbéciles ne verraient jamais qu'une magie impressionnante. Cette réputation de colossal sorcier des miracles lui permettrait d'exercer un attrait définitif sur les masses crédules qu'il adulerait. Il serait à la tête d'un fantastique mouvement de connaissance, la science, omniscient, rassembleur, unificateur, totalisateur. Un vaste concile du savoir universel à lui seul, dont il ne pouvait être de droit que le suprême grand maître. « Halte là !» murmurait-il. Il repoussait radicalement toute prétention personnelle. Il ne l'en voulait pas. Il assimilait mes honnêtes propositions à une tentation mortelle à l'égard de son patron, comme qui dirait le seul grand maître à ses yeux. Alors,
J'en pouvais plus. J'ai tenté ma botte secrète. S'il ne s'intéressait ni au développement économique et social, ni à la religion ou à la science, alors sans doute le pouvoir politique. Qui ne rêve pas d'une carrière politique fulgurante, du pouvoir, de sa conquête et de son exercice à vie si possible? On n'est pas loin des dernières élections, n'est-ce pas? Tu te souviens? Ouais. Qui n'est pas prêt même à retourner sa veste pour ça, et autant de fois que ce sera nécessaire, à trahir ses amis, à vendre son frère ou sa mère? Dis-le-moi. Regardez un peu autour de vous. Quelques siècles après. Celui qui détient le pouvoir politique détient tous les pouvoirs. Et j'ai des arguments. La politique, c'est noble. Elle sert à organiser la société. Et c'est indispensable. En quoi cela pouvait-il le gêner? Lui, s'il voulait bien réfléchir à toutes les crapules qui asservissent l'humanité, il rendrait enfin la justice pour tous et il accorderait à chacun un statut honorable. Il a rien voulu, il n'en a pas voulu, il est demeuré de marbre, intraitable, intransigeant. Pourtant, qu'est-ce que je lui demandais? Pas grand-chose. Un peu de reconnaissance pour ce que je lui offrais. Moi tout de même, qui peux pas mal de choses. Je lui demandais un rudimentaire merci. Un merci solide, hein? Naturellement. Et une simple génuflexion. Ces gens aiment tellement les génuflexions. Attention, j'avais des références. La Torah, la parole de l'autre, là, je connais tout ça sur le bout des doigts. Je suis pas Satan pour rien. Il m'a envoyé balader, tout malin que je suis. Quel camouflet il m'a infligé, insupportable. Je lui offrais le monde, il me parlait de Dieu. Je lui prêchais la réalité des aspirations humaines les plus légitimes. Il me rétorquait parole éternelle, promesse divine. Je lui parlais puissance et pouvoir pour changer les choses sur cette planète bordélique, anarchique. Enfin créer un monde vivable. Il me répondait fidélité et loyauté. Je lui proposais, attention, je lui proposais un contrat de collaboration équitable, avec signature et tout. Il me jetait à la figure liberté responsable des enfants de Dieu. De façon méprisante, il a rejeté mes propositions de faire de lui le leader du changement social, politique, économique, le maître de la révolution religieuse et scientifique, le dirigeant absolu du pouvoir politique mondial. C'est clair, à la longue, tu seras bien d'accord, ça pouvait que mal finir pour lui, avec ses idées. S'il avait seulement voulu me faire confiance, je lui voulais pas de mal, non, pas du tout. Je voulais seulement qu'il m'appartienne à moi. C'est tout. Parce qu'après tout, je suis un très bon diable. Waouh, quel conte. Et ce que j'entends dans ce récit, c'est à mesure que tu le lis, c'est toute la psychologie qu'on a en tant qu'humain, humain dirigeant d'entreprise, responsable économique, politique, avec qui j'ai eu affaire sur ces dernières années pour faire leur discours, leur prise de parole, leur communication, la relation publique. Le monde du marketing, de la publicité, parle comme cet homme que tu as mis en parole. Et parfois, c'est même mot pour mot. Ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qui est tellement légitimé aujourd'hui. Et quelque part,
moi, quand j'entends ça, puisque là, on est à la source peut-être euh, du générateur des problèmes qui en arrivent à des résidences seniors pour en finir avec les vieux. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est des personnes qui sont... Parce que les familles multimilliardaires, top fortune françaises, bon, on peut dire c'est pas des personnes qui se sont faites tenter, c'est des personnes intelligentes. Certaines même connaissent les évangiles et la parole divine. Comment se fait-il qu'ils sont tombés dans le piège? Ou alors ne sont-ils peut-être pas tombés finalement? Je ne veux pas parler des évangiles. Je dirais pas que je m'en fous, il ne s'agit pas de ça. Mais je veux parler de nos tentations. Nous naissons avec beaucoup d'ambition, de force, d'énergie. Et nous mourrons avec la réflexion sur ce qu'ont été nos investissements. Et les tentations que nous avons, j'imagine, subies, la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui en avaient la possibilité, pour montrer à quel point nous pouvions surmonter les difficultés de la vie et résoudre les problèmes à la place des autres, devenir des winners, des gagnants. Des gagnants, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Des leaders, des meneurs. C'est ce qu'on nous fait croire, des gagnants, des meneurs, des leaders. Et je vois que les personnes âgées, celles que j'ai rencontrées entre autres, qui ont vécu dans cette résidence et dans d'autres situations, une multitude d'autres situations, qui ont vécu avec cette illusion, qui ont vécu avec la tentative de réaliser les tentations qui leur étaient mises sous le nez, à quel point ces gens, à la fin de leur existence, finissent par se poser des questions sur le sens de ce qu'ils ont investi, de comment ils ont vécu, sur la signification de leur vie. Donc c'est pas tellement l'histoire de l'Évangile qui, moi, me préoccupe, mais c'est l'histoire de l'humanité, de notre humanité commune. Il y a une génération qui a le sentiment d'être sur la pente qui monte, et progressivement, tu auras le sentiment d'être sur la pente qui descend. À un moment donné, c'est même si dans ta tête, même s'il n'y a pas de convergence entre l'âge chronologique, l'âge biologique, l'âge psychologique et l'âge sociologique, à un moment donné, tout ça t'influence et t'amène à te poser les questions. Ah, ben moi, dans cette société, je suis pas du tout un winner. Non, mais je sais, mais je suis dans la pente descendante. Je pense même avoir touché le fond. Mais c'est vrai que... mais je voudrais parler, moi, des besoins des vieux. Ben oui, on va en parler. Parce que ces besoins des vieux, ils étaient jeunes à une époque. Et puis, ces besoins se sont peut-être transformés ou certains sont restés les mêmes. Mais toi, tu les as observés, tu les as analysés. C'est vrai que, à mon idée, enfin, il me semble que on se sent être sur la pente montante quand l'orgueil nous fait croire qu'on peut beaucoup de choses. Et moi, ça me rappelle un dîner que j'ai eu avec un investisseur immobilier. Il voulait à l'époque que je gère un réseau pour lui, un réseau de commerciaux. Et puis il m'a dit, tu as une grande chance, Farzad, qui est plus précieuse que tout ce que moi je possède. J'avais l'impression d'être devant le diable là, que tu as mis en parole. Il disait, la chance que tu as, c'est la jeunesse. Parce que toi, tu as peut-être 20, 30, 40, 50 ans devant toi pour continuer ce que moi je ne pourrais peut-être pas faire encore 3 ans de plus. Le temps ne s'achète pas. Rentre dans l'affaire. Et j'ai refusé. Et j'ai refusé beaucoup de choses comme ça, de dirigeants économiques, politiques. Mais il s'avère que quand on refuse, on devient un moins que rien. On devient quelqu'un qui n'a plus d'image, qui n'a plus de place dans cette société. Parce que pour avoir une place, il faut se la faire la place. Comme on dit, il faut se la créer l'opportunité. Et pour la créer, il va falloir mettre des gens de côté, il va falloir en exploiter d'autres, il va falloir montrer des choses qui sont pas vraies en public pour que les gens nous admirent, nous aiment, qu'on ait une belle image, qu'on soit comme sans faille, avec beaucoup d'arguments. Et j'ai eu la sensation que tout ça là, qui est cette réalité de notre humanité actuelle au XXIe siècle, se reflétait dans ce texte. Et
Et tant qu'on n'a pas compris ce vice-là qu'on a en nous d'être tenté par un truc ou un autre, peu importe, à un niveau petit ou à un niveau plus grand, on ne peut pas comprendre c'est quoi le réel besoin. Et tant qu'on n'a pas vu tout ce qui nous retient par derrière, tous les compromis qu'on a fait, on ne peut pas vraiment voir c'est quoi nos besoins. C'est comme ça que je le ressens. J'aime bien ce que tu dis. C'est bien de voir aussi dans les coulisses ce qui se passe. Je pense que les gens ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont seulement. Nous percevons le premier écran qu'ils veulent bien nous montrer, mais là, l'existence est faite de multiples écrans successifs qui se masquent plus ou moins les uns les autres. Et en même temps, tu peux être un type brillant, ce que tu es, toi, Farsad, sans aucun doute, et en même temps, prendre le recul pour ne pas tomber dans l'illusion d'une toute-puissance qui, après tout, est complètement fictive. Tu peux être l'un et l'autre. Tu peux manifester ta force, manifester ton énergie, manifester ta jeunesse de manière spectaculaire, et en même temps savoir que tout cela est temporaire, et ne pas tomber dans le panneau de te croire un type génial, de se croire. Je pense que c'est comme ça, c'est l'un et l'autre. C'est temporaire et une poussière dans l'univers. Souviens-toi, moi je trouve, j'étais frappé quand j'étais jeune, là, de savoir que dans certains monastères, les moines, les trappistes ne se disaient pas bonjour, ils se disaient, quand ils se croisaient, souviens-toi que tu es poussière. Je trouvais ça abominable, triste, dramatique, mais en même temps, c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai tout de même derrière tout ça. Mais je voudrais parler des vieux. Je voudrais parler des vieux parce que quand je dis on ne s'occupe pas d'eux, on s'en fout complètement. Je sais que les personnes âgées ont des besoins qui leur sont propres et qu'on a de la peine à reconnaître aujourd'hui dans ce monde précipité où on manque d'attention les uns à l'égard des autres. Alors, d'abord, je trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire, si on voulait prendre soin de nos anciens, il faudrait respecter ces besoins que tu vas nous citer là maintenant. Si tu veux que les gens soient... Tu sais, tout le monde dit « Ah, je respecte mes ancêtres, mes aïeux, mes machins, mes trucs, tout ça. » Si tu veux vraiment leur prêter attention, alors tu tiendras compte de ça. Sinon, c'est bidon, c'est des mots, c'est ce qu'on veut, mais ça n'est pas la réalité. Je pense que si tu as visité déjà un établissement pour personnes âgées, maison de retraite, EHPAD, tu verras à quel point tu peux quelquefois ressortir avec le sentiment d'une horreur sans nom. Et donc, on peut s'interroger, ça ne veut pas dire qu'on les maltraite, même pas. Se dire que l'environnement lui-même n'a rien à voir avec les aspirations au bien-être. Et je veux parler d'abord de l'environnement. Tu vois, j'avais un maître que j'ai pas connu, un Américain, Carl Rogers. Il racontait que quand il avait 5 ans, sa maman l'envoyait à la cave. Il y avait des caves là. Il habitait dans le Middle West américain. Sa maman l'envoyait à la cave l'hiver chercher des pommes de terre qu'on avait mis à la cave pour les protéger. On n'avait pas d'autres moyens à l'époque, n'est-ce pas? Et puis elle voulait en faire un garçon courageux. Alors il allait à la cave avec une petite bougie, avec son chandail, avec son panier, et il voyait le tas de patates devant lui, pommes de terre, tu vois. Et il avait peur, il se dépêchait de mettre dans son panier, remonter à toute vitesse. Et bon. Et ça durait tout l'hiver, parce qu'on mangeait que des patates là-bas à l'époque, c'était des pauvres finalement. Et plus la saison avançait, plus il voyait que sur les patates, il y avait des points blancs qui commençaient à se former. Il se demandait pourquoi. À 5 ans, 5-6 ans, il comprenait pas pourquoi. Et il a commencé à avoir moins peur de la nuit, des fantômes, de tout ça, et à être plus curieux de ce qui se passait. Et il a vu qu'au fur et à mesure que le tas de patates diminuait, que les points blancs devenaient des germes, et qui tentaient de s'orienter vers là où on avait laissé un ray de lumière, un soupirail, tout ça, et tous tentaient de s'orienter vers
serait vers la lumière, vers le ray de lumière. Et il trouvait ça très curieux. Et plus la saison passait, et plus les germes s'allongeaient, étaient devenus des filaments qui... Le tas de patates avait diminué, les patates commençaient à se ratatiner complètement, et les filaments, les germes qu'elles avaient produits, s'orientaient tout comme ça, comme des doigts, vers la lumière. Et ce Rogers-là a fait cette expérience à 6 ans, et 65 ans après, il disait, mais sa conviction que tout organisme vivant, dans les pires conditions où il peut être placé, essaye toujours de s'orienter vers la vie. Qu'une patate, tu mets une patate, elle a besoin de quoi pour donner 1 kilo, 2 kilos de tubercules? Elle a besoin de terre, d'eau, de soleil et de vent. C'est son environnement qui lui permet de produire énormément. Si tu la laisses au fond d'une cave, au fond d'un panier, sans rien du tout, elle va crever, mais elle essayera quand même de s'orienter vers la vie, parce que c'est inscrit, ancré dans les gènes de tout organisme vivant, c'est de tenter de survivre dans les pires conditions. Donc je veux parler des vieux. Allons-y. Parce que quand ils sont dans leurs EHPAD, ils essayent quand même de pousser les filaments vers la lumière. Ouais. Mais c'est vraiment pas idéal. De quoi a besoin une personne âgée pour bien vivre du point de vue de l'environnement? Elle a besoin de liens affectifs et affectueux, de se sentir aimée, de se sentir appréciée. Elle a besoin d'un environnement matériel, de ne pas être dans le besoin, dans le stress, dans l'angoisse de ne pas savoir de quoi elle vivra demain. Elle a besoin d'un environnement social stimulant, pas stressant, mais stimulant, qui lui donne envie de faire, d'agir, d'aller, de créer des relations, de continuer à vivre ces relations. Elle a besoin des repères dans lesquels elle a vécu précédemment. Ces repères, c'est les objets, c'est les meubles, c'est les symboles, les photos, les tableaux, c'est tout cela. Elle a besoin d'avoir ces repères. Faute de quoi, elle ne sait plus qui elle est, où elle est, qu'est-ce qu'elle a à faire ici, ce qui lui est arrivé. Et elle se laisse aller. Tu peux utiliser tous les synonymes, tu auras toujours raison. Donc, l'environnement est le besoin premier, l'environnement favorable est le besoin premier de toute personne, et à plus forte raison de toute personne qui a été fragilisée par l'existence et qui prend de l'âge. Attention, quand je dis que la personne est fragilisée, je devrais faire attention, parce que j'entends trop de gens dire « Ah, on est bien obligé de les prendre en charge parce qu'ils sont devenus dépendants ». Et moi, je pense que c'est la manière de prendre en charge les personnes âgées qui les rend dépendants. On peut inverser la séquence, on aura raison dans le 90% des cas. En plus, ça c'est le premier pilier, c'est prendre soin de la patate mise dans son environnement le plus favorable. C'est quoi pour l'être humain? La terre, l'eau, le soleil et le vent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi? Ben, c'est exactement ça. Ensuite, là, c'est vrai une personne, elle a besoin de rester active. Toute la vie, elle était active. Toute la vie, elle était plus ou moins autonome. Elle a agi pour elle, pour ses besoins, pour tout ça. Elle a besoin de rester. À partir du moment où on te dit, Monsieur Jacou ou Monsieur Farzad, ne bougez pas, je m'occupe de tout. Là, tu crèves, t'es foutu, c'est la fin. Tu as besoin, toi, de faire, d'agir. Ensuite, ça c'est le second pilier. Agir, même si c'est dans un environnement limité. Si c'est dans ton appartement, dans ta cuisine, dans ta famille, dans ton machin, dans tout ça. Même si c'est en toute simplicité. En toute simplicité. C'est pas des choses extraordinaires. On te demande pas... C'est se lever, c'est arroser une plante... Tu n'as pas à résoudre le problème de la faim dans le monde ou sauter du 4e étage pour montrer ta force en transportation. C'est le second pilier, l'action. L'action.
Pour moi, le troisième pilier, c'est faire en sorte que cette action soit utile aux autres. Alors, ce qui est ça veut dire, je sers à quelque chose. J'ai beau être un octogénaire ou un nonagénaire, je suis invité pour dire des choses parce que ma parole semble utile à des quantités d'autres personnes. Ma présence a une influence Ma pour les présence, autres. Elle est utile. Mon action, ça peut être dans sa famille. Certes, j'ai arrosé la plante, mais la fleur qui va pousser, les autres vont en profiter. Non, mais comme les vieux dans le temps s'occupaient des herbages et des fleurs et des marmailles et des animaux dans la cour, ils étaient utiles. Et cette utilité est fondamentale. Et ça, il faut vraiment le... Cher Grammont, revenez. Nos jardins ne ressemblent plus à rien sans vous. L'utilité sociale. Parce que, en général, tu ne sers plus à rien, tu vois. On considère que... oui, que tu ne sers à rien, quoi. Ouais. Le quatrième, c'est quoi? Le quatrième pilier, eh bien, c'est le statut social. C'est-à-dire, une personne, tu as un statut tant que tu es actif et productif, c'est-à-dire que tu es inscrit dans ton âge de le travailler. monde du travail. Oui, non, mais dans le monde du travail, tu as un statut, tu comprends? Ouais. Tu es monsieur le directeur, monsieur le principal, monsieur l'animateur, et puis, du jour au lendemain, tu pars à la retraite, t'es, farsade, c'est le petit vieux qui habite au fond de la cour, là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que socialement, tu n'existes plus. On n'existe pas que socialement, c'est évident, mais on existe beaucoup sous le regard des autres. Et quand moi j'habite dans un grand ensemble où il y a 100 appartements. Je salue tout le monde parce que j'ai besoin que les gens me reconnaissent. Les gens entre eux, ils ne se saluent pas, ils ne se rencontrent pas. Ils n'existent pas. Ils existent dans leur travail. À partir du moment où j'ai plus d'employeur, où je suis obligé d'être indépendant jusqu'au bout, chacun existe dans son chacun chez soi, comme tu disais au départ. On a vécu comme on nous donne à vivre ensuite dans nos EHPAD et nos résidences seniors. Chers amis, d'ici la prochaine émission, quelle image vous aimeriez avoir en société? Est-ce que vous aimeriez être vu? Est-ce que vous feriez le pas de dire bonjour à votre voisin? Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.